Bonsoir. Mon invité ce soir, dans l'invité de Christian Mollart, sera Bertrand Besancenot, ancien ambassadeur de France en Arabie Saoudite. Bertrand Besancenot, bonsoir. Bonsoir. Quand Donald Trump déclare, je le cite, « L'Iran ne se dotera jamais de la bombe nucléaire », n'émet-il pas des vœux pieux ? C'est en tout cas la position officielle à la fois des États-Unis, d'Israël, des Occidentaux, mais aussi même de la Russie ou de la Chine. Et puis, dans la réalité, après l'opération militaire israélo-américaine, on peut dire qu'elle a fortement dégradé le programme nucléaire iranien, qui aujourd'hui est de facto, pour le moment, stoppé. Bon. Alors, on ne supprime pas naturellement la connaissance scientifique, ça c'est clair. Et d'autre part, l'Iran est de facto, que ça plaise ou ça plaise pas, un État du seuil. Bon. Mais c'est donc l'intérêt, à mon avis, de tout le monde, à ce que l'on trouve un accord, un nouvel accord nucléaire qui engage cette fois-ci l'Iran. Alors bien sûr, il faut savoir aussi que le TNP n'interdit pas, en réalité, à ses membres d'enrichir de l'uranium à des fins civiles. Simplement, on sait que les Iraniens ont l'habitude de tricher et que leur programme nucléaire... Tricher, mentir, manipuler. A naturellement une finalité également militaire. Il faudra donc imposer un régime de surveillance internationale extrêmement strict. D'ailleurs, dans la négociation qui est en cours entre Américains et Iraniens, pour le moment, qui a lieu aujourd'hui, il semble que les Américains aient déjà accepté en fait un droit à l'enrichissement, mais bien sûr limité, à certaines conditions. Et en outre, il est clair que les États-Unis veulent également quelque chose sur l'encadrement du programme missile balistique. Voilà. Et donc c'est ça. Enfin, et ceci est d'ailleurs une demande israélienne et pas qu'israélienne. Alors justement, qu'attendez-vous des discussions sur le nucléaire entre l'Iran et les États-Unis aujourd'hui? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut en attendre, franchement? On a été, entre guillemets, baladés tellement de fois par les Iraniens. Oui, alors, ce que l'on sait, c'est que le président Trump préférait, il ne l'a pas caché, obtenir par la négociation plutôt que par la force des concessions iraniennes qui lui permettent de proclamer qu'il a obtenu un meilleur deal que l'accord nucléaire de 2015. Alors, le problème, c'est que la position des protagonistes est extrêmement éloignée. Il ne faut pas, sur le fond, enfin, j'entends, entre Américains et Iraniens, c'est difficilement conciliable, et notamment dans le court délai qui a été imparti par le président Trump. Donc, la réponse, à mon avis, est assez simple, c'est tout dépendra de ce que les Iraniens sont prêts à concéder, oui ou non. Alors, les Iraniens, on le sait, sont des négociateurs très roués. Très rusés, oui. Oui, et en tout cas, très supérieurs à leurs homologues américains. Ça, on l'a déjà vu dans la première négociation. Oui, Witkoff et Kouchner ne font pas le poids. Non, absolument. Et on sait par ailleurs que le président Trump, ce qui l'intéresse surtout, c'est d'obtenir un succès diplomatique. Donc, étant donné ces deux éléments-là, un accord à minima est donc possible, et c'est précisément ce que Israël craint. Bon, mais si Téhéran ne concède pas quelque chose de vraiment tangible, y compris sur les missiles, eh bien là, effectivement, le président Trump sera tenu par sa propre rhétorique. Alors justement, Bertrand Besancenot, depuis la signature du traité sur le nucléaire de juillet 2015, l'Iran n'a jamais cessé de violer cet accord et de temporiser dans les négociations. Alors, est-ce que pour vous, une nouvelle guerre, après celle de juin 2025, une nouvelle guerre risque-t-elle de se produire prochainement? Alors, on sait que les Iraniens sont connus pour ne pas toujours respecter leurs engagements et pour chercher à gagner du temps dans une négociation. Donc une nouvelle guerre est probable, elle n'est pas inéluctable, comme je viens de le dire, si, naturellement, les Iraniens sont prêts à concéder quelque chose de tangible, y compris sur les missiles. Simplement, ils doivent comprendre que cette fois-ci, Américains et Israéliens veulent obtenir justement quelque chose de tangible sur les missiles. Sinon, eh bien, effectivement, une nouvelle guerre est inéluctable. Alors allons un peu plus loin. Y a-t-il pour vous un risque d'embrasement, c'est le terme qu'on a utilisé maintes fois, sur tout le Moyen-Orient? Alors, le risque d'embrasement au Moyen-Orient, il existe très clairement,
parce que les Iraniens disposent, il ne faut pas l'oublier, de capacités de nuisance résiduelles qui sont significatives. Ils peuvent bien sûr frapper Israël, ils peuvent aussi frapper les bases américaines dans le Golfe, et ils peuvent également perturber la circulation dans le détroit d'Ormuz, ce qui serait très gênant sur le plan pétrolier. Alors, les pays du Golfe, eux, sont inquiets, car ils savent qu'ils sont vulnérables à des frappes iraniennes. De même que la Turquie, elle, ce qu'elle craint, s'il y avait un chaos en Iran, c'est de voir débarquer sur son sol des millions de réfugiés iraniens. C'est la raison pour laquelle ces pays, c'est-à-dire à la fois les pays du Golfe et la Turquie, c'est vrai aussi de l'Égypte, font pression sur Trump pour qu'il donne une chance à la négociation avec l'Iran. Mais en sens inverse, naturellement, le président américain est sous la pression de Netanyahou de frapper l'Iran pour ce qu'il appelle finir le travail. Alors, Trump donne, pour toutes ces raisons, un peu le sentiment aujourd'hui de tergiverser. Ce qui ne veut pas dire, et il est possible qu'il n'ait pas encore pris de décision. Il est imprévisible. Aussi. Et il faut savoir aussi que le Pentagone, y compris d'ailleurs Tsahal, n'est pas insensible aux risques représentés par la capacité de nuisance résiduelle de l'Iran. Donc tout ceci signifie que le risque d'embrasement existe vraiment, effectivement. Alors, vous qui avez été ambassadeur en poste en Arabie Saoudite durant 9 ans, comment percevez-vous le jeu des Saoudiens qui ont opéré, il faut le rappeler, en mars 2023, un rapprochement que j'estime contre nature avec l'Iran, et ce qui ne risque pas d'hypothéquer toute chance de normalisation des rapports avec Israël? En réalité, la perspective d'une normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël, que le prince héritier saoudien, celui qu'on appelle MBS, accepte, mais à certaines conditions, naturellement. Le problème, c'est que normalisation, elle est en réalité hypothéquée par l'intransigeance du gouvernement Netanyahou, qui refuse non seulement toute concession aux Palestiniens, mais qui en outre poursuit la colonisation de la Cisjordanie. Alors, je rappelle qu'il existe une initiative arabe de paix qui date de 2002. Mars 2002. Oui, qui est un projet en réalité saoudien, mais qui a été entériné par l'ensemble des membres de la Ligue arabe et qui stipule la reconnaissance d'Israël, à condition naturellement qu'il y ait également la création d'un État palestinien. Alors, cette position n'a pas changé et elle ne changera pas, surtout après le carnage qui a eu lieu à Gaza. Et donc, dans ces conditions, il ne faut pas oublier une chose, le prince héritier saoudien tient naturellement compte, et c'est logique, de ce que pense son opinion publique et de ce qu'est l'opinion publique dans le monde arabe. Et donc, moi, ce que je crains surtout, c'est que le Premier ministre israélien persévère dans son refus de reconnaître le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Et donc, ça, c'est effectivement très, très ennuyeux. Et en outre, il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'Arabie saoudite et les autres pays de la région sont d'un côté très satisfaits de ne plus être sous la menace de l'influence iranienne dans la région, mais ils n'ont aucune envie de subir tout d'un coup une hégémonie israélienne que les fanatiques du Grand Israël voudraient leur imposer. Et donc, dans ces conditions-là, si vous voulez, la réponse à cette question, c'est-à-dire la réponse à la question de la normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël, eh bien, la réponse se trouve à Tel Aviv. Mais il y a quand même une grande hypocrisie dans ce jeu-là. Parce que finalement, quand vous discutez avec nos interlocuteurs arabes, qu'ils soient égyptiens, jordaniens ou autres, ce qui a été mon cas, on a l'impression que tous seraient contents de se débarrasser des ayatollahs, du régime iranien, mais que tout le monde a peur en même temps des représailles. Oui, non, et puis alors il y a aussi autre chose, c'est que les pays du Golfe en particulier ont pour priorité aujourd'hui la mise en œuvre de ce qu'ils appellent leur vision 2030, c'est-à-dire leur grand programme de développement économique, etc. Et ils savent que s'il y a une confrontation et qui se généralise, naturellement, ce n'est pas fait pour attirer les investisseurs dans la région. Et donc, c'est une des raisons également pour lesquelles ces pays freinent, en tout cas font pression sur le président Trump pour qu'on poursuive la négociation en utilisant une position de force pour essayer d'imposer, parce qu'ils y ont aussi intérêt. Eux, ce qu'ils craignent également, c'est la menace balistique iranienne, pour des raisons évidentes. Et donc, ils aimeraient bien, mais que ceci soit obtenu par la négociation et pas par la confrontation. Mais est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ce régime de terroristes
menteur, tricheur, manipulateur, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça, on est bien d'accord sur la nature du régime, qui est un régime ignoble. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on le sait, malheureusement, il n'y a pas encore d'opposition organisée qui soit capable de prendre le relais immédiatement. Donc, si vous voulez, il y a un peu partout cette crainte que si vraiment il y avait une opération d'envergure, alors, elle serait bienvenue par certains aspects pour des raisons évidentes, que l'on détruise une bonne partie du programme balistique, que l'on mette un terme au programme nucléaire, et qu'il y ait par ailleurs, effectivement, que l'on tape sur les gardiens de la Révolution. Tout ceci, effectivement, les gens le comprennent. La crainte des gens, c'est plutôt qu'il y ait un chaos généralisé, et qu'à ce moment-là, si vous voulez, les pays du Golfe savent qu'ils sont vulnérables à des frappes iranienne qui, dans un cas de confrontation généralisée, n'hésiterait pas à frapper les installations des pays du Golfe. Alors, je vais peut-être vous poser une question qui va paraître un peu exagérée, mais est-ce qu'on n'a pas devant nous, finalement, bout à bout, tous les ingrédients d'un troisième conflit mondial? Alors, franchement, moi, je ne pense pas que la Russie ou que la Chine aient les moyens ni l'intention de venir se battre pour préserver le régime iranien. Ça, je ne le crois pas. En revanche, je pense, et pour une raison simple, c'est que c'est vraiment le peuple iranien qui abattra ce régime ignoble. En revanche, si vous voulez, le risque d'un troisième conflit mondial, il existe, mais il existe plutôt en Europe. Et quand je dis qu'il existe en Europe, c'est évidemment si l'agression russe en Ukraine n'est pas arrêtée et si on n'empêche pas M. Poutine de poursuivre ses projets impérialistes qui sont tout à fait insensés. Merci beaucoup Bertrand Besancenot d'être venu dans nos studios d'I24 News à Paris. On vous recevra d'autres fois, je pense que ça sera possible avec l'actualité et ces multiples développements que nous attendons aujourd'hui. Merci à Alain Sopp, notre producteur, et à très vite sur i24 News. Merci à vous.